Être une fille qui joue aux jeux vidéo peut parfois être assez difficile. Notez que j'ai dit fille qui joue aux jeux vidéo et non gameuse, car ce terme semble être irrémédiablement associé à de l'eau de bain sale et à des escrocs en ce sens. Ce n'est qu'une des choses. En plus, d'autres supposent simplement que tu es nul dans le jeu à cause de ceux que tu as entre les jambes. La seule fois où je reçois un vrai respect des garçons, c'est quand je montre que je suis vraiment bonne dans le jeu auquel nous jouons. Ce n'est pas que tous les garçons soient comme ça. En fait, je dirais que la plupart ne se soucient pas vraiment que je sois une fille. Mais quand ça tourne mal, ça tourne vraiment mal. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour gâcher complètement mon expérience. Mais il y a eu un incident en ligne qui m'a fait arrêter de jouer complètement pendant un bon moment. Voici l'histoire de Twi'lek Zane. J'ai rencontré Twi'lek Zane une nuit sur Sea of Thieves. Pour ceux qui ne le savent pas, Sea of Thieves est un incroyable jeu multijoueur où un équipage de 2 à 4 joueurs prend le contrôle de son propre bateau pirate. J'étais une grande fan de la franchise de pirates de Disney quand j'étais enfant, et je suppose que je le suis encore, donc l'idée d'un tel jeu m'attirait énormément. Je me suis beaucoup amusé sur Sea of Thieves pendant un moment, jusqu'à ce qu'une nuit, je me retrouve sur un bateau avec un coéquipier nommé Twi'lek Zane. Zane, comme nous l'appellerons, était gentil au début. Il semblait un peu surpris de naviguer avec une fille de la vie réelle, mais beaucoup de gens le sont et surmontent cela assez rapidement. Zane semblait être l'un de ces types, assez calme mais parfaitement aimable autrement. La plupart du temps, il se fondait dans l'arrière-plan, étant éclipsé par les membres de l'équipage plus bruyants et extravertis qui couraient en montrant leurs perroquets et en jouant de leurs instruments de musique. À un moment donné, après avoir combattu un bateau rempli de pirates squelettes, j'avais besoin de régénérer un peu de santé, alors je suis descendu au pont inférieur vers notre petit baril de nourriture et j'ai sorti quelques ananas à manger pour retrouver toute ma force. J'ai fait un commentaire aux gars sur le fait de manger tous les ananas du bateau et comment cela me donnait faim dans la vraie vie. Ils m'ont demandé quel était mon plat préféré et ma réponse est probablement en ligne avec celle de 80% des gens, la pizza. Je leur ai dit cela, ce qui a provoqué un petit débat sur le bateau lorsqu'un des membres de l'équipage a lancé la question « Que penses-tu de l'ananas sur la pizza ?» Contrairement à la plupart de la société civilisée, j'aime en fait la pizza hawaïenne. Je ne peux tout simplement pas résister à la combinaison de sucré et salé. Mais quand je leur dis cela, cela provoque une sorte de mutinerie. Les 2 membres les plus bruyants de l'équipage commencent à rire et l'un d'eux saute même du bateau en disant qu'il refuse de naviguer avec quelqu'un qui aime l'ananas sur la pizza. C'était drôle, bien sûr, nous avons bien ri. Pendant ce temps, Twi'lek Zane est resté silencieux, sans dire un mot pendant que nous bavardions. Environ 45 minutes plus tard, j'avais de plus en plus faim, alors j'ai dit au gars que j'allais sauter pour aller me préparer à manger et que je reviendrais après. Et puis j'ai entendu la sonnette de ma porte. Heureusement, ma colocataire était à la maison, donc je n'avais pas à me soucier de courir pour répondre. Alors, je n'ai pas vraiment prêté attention à l'échange que je pouvais entendre à travers la porte de ma chambre. Mais j'ai commencé à prêter attention quand j'ai entendu les pas de ma colocataire monter les escaliers vers ma chambre. En ouvrant la porte, j'ai enlevé mes écouteurs et là se trouvait ma colocataire avec une boîte de pizza dans les mains. C'était une bénédiction de faire confiance à ma meilleure amie pour savoir quand j'avais faim. Ou du moins, c'est ce que je pensais. J'avais tellement faim que je l'ai interrompue et je lui ai demandé si je pouvais avoir une part de sa pizza, car j'étais absolument affamé. Elle m'a regardé confuse et puis a dit qu'elle allait me poser la même question. J'étais plus que confuse à ce moment-là, alors j'ai demandé au gars sur Sea of Thieves d'attendre 1 minute. J'ai mis mon micro en sourdine, puis je me suis tourné vers mon amie. Ma mâchoire était par terre quand elle a fini de parler. La livraison de pizza n'était pas pour elle du tout, c'était pour moi. Et en plus, elle avait déjà été payée et avait comme garniture, tu l'as deviné, du jambon et de l'ananas. Je me sentais mal. J'ai dit à mon amie qu'elle pouvait la garder, que je n'avais plus tellement faim. D'une voix confuse, elle m'a remercié et s'est retournée pour partir, mais m'a demandé si je me sentais bien avant de fermer la porte. J'ai simplement menti effrontément, et lui ai dit que j'allais bien, juste un peu indisposé je suppose. Quand elle a fermé la porte, je suis retourné à l'ordinateur. C'était horrible. Je me suis retrouvé à poser une question dont je connaissais déjà la réponse. Est-ce que l'un d'entre vous m'a commandé de la nourriture ? Les 2 marins les plus bruyants ont dit non, et l'un d'eux a même ri de ce qui semblait être une question si étrange. Mais Twi'lek Zane était silencieux. Son personnage est simplement resté immobile sur le pont, observant et écoutant tranquillement comment la situation se déroulait.
Et puis il a parlé joyeusement et tout ce qu'il a dit c'était moi. J'ai pris peur. J'ai tiré le câble Ethernet à l'arrière de mon ordinateur avec tant de force que la connexion s'est rompue et est restée coincée dans la fente, mais elle a été coupée, et c'était tout ce qui comptait. Mais c'était déjà trop tard, et c'était le pire de tout. Il n'y avait aucun moyen de savoir combien d'informations Zane avait obtenues simplement en utilisant mon ID Microsoft et mon adresse IP. S'il avait réussi à découvrir mon adresse, quelles autres informations avait-il pu obtenir ? Le seul réconfort que j'ai pu tirer de tout cela était que, à cause de son accent, je savais qu'il était nord-américain, mais cela n'excluait pas la possibilité qu'il vive ou étudie au Royaume-Uni et qu'il soit beaucoup plus proche que je ne le pensais au départ. Je n'ai presque pas dormi la semaine suivante. Les cauchemars venaient toutes les nuits. Des cauchemars où je me réveillais avec une silhouette debout au-dessus de mon lit, un sourire tordu tordant ses lèvres avant de se jeter sur moi. Je me réveillais en pleurant, les draps trempés de sueur froide, avec ma colocataire courant dans ma chambre pour voir si j'allais bien. À la fin, je lui ai tout raconté et ils m'ont immédiatement emmené au commissariat de police. Là, j'ai parlé à un officier de sécurité sur Internet qui était surchargé de SIAS comme le mien. Mais tout, ce qu'il pouvait faire était de me dire de bloquer la personne en question, de possiblement éviter le même jeu qu'eux, mais en général, de continuer comme d'habitude. En gros, il n'y avait absolument rien qu'ils pouvaient faire, et c'est ce qu'il y a de plus effrayant. Peut-être que l'Internet ne sera jamais un endroit sûr pour les filles comme moi. Peu importe ce que nous faisons, il y aura toujours des personnes dont l'attitude prédatrice semble annuler tout sentiment humain normal. Le jour le plus terrifiant de ma vie a commencé tôt un matin de 2015. Je ne veux pas donner trop de détails. Je ne veux pas que la personne responsable tire aucune satisfaction de ce récit. Donc je m'excuse si je semble trop vague en décrivant des personnes ou des lieux. Tout a commencé un après-midi quand j'ai décidé de me détendre après le travail avec quelques jeux vidéo. Je vis avec mon frère, qui termine son service quotidien quelques heures après moi. C'était sa console, donc de 3h30 à 6h de l'après-midi, tous les jours, je pouvais l'utiliser sans risque qu'il la réclame pour jouer à Call of Duty, dont il est obsédé. Les jeux de course étaient plus mon style, et je suppose qu'ils le sont encore. Je suis un véritable passionné de voitures, et mon rêve était de vivre sur la côte de Californie, donc tu peux appeler ça de l'évasion. L'idée de me disputer avec des gens par chat vocal ne m'attirait pas, mais comme j'ai appris, parfois c'est simplement inévitable. Donc je gagnais manche après manche dans ce jeu en particulier, quand j'ai commencé à recevoir des messages de harcèlement d'un idiot en colère. Il n'était pas content que j'utilise une configuration qu'il considérait OP, overpowered, et exigeait que je change mes réglages pour voir si j'étais aussi bon conducteur que je le pensais. Je lui ai répondu par un simple non, et j'ai continué à jouer. J'ai terminé la manche suivante, et cette fois, une avalanche de messages a commencé à arriver à une vitesse incroyable. Je ne sais pas si ce type utilisait un clavier USB ou autre chose, mais les insultes arrivaient rapidement et furieusement. À ce moment-là, cela m'a semblé drôle de voir comment quelqu'un pouvait se mettre en colère pour quelque chose d'aussi insignifiant qu'un jeu vidéo. Donc, comme tu peux l'imaginer, je lui ai simplement envoyé quelques messages, lui disant à quel point son comportement me semblait pathétique. Ensuite, le type s'est simplement déconnecté, ou du moins c'est ce que je pensais. Il n'était plus dans le jeu et, pour autant que je pouvais voir, il était déconnecté ou m'avait bloqué. Mais avant de le faire, il a envoyé un dernier message. « Tu mérites ce qui va arriver. Repose en pièces. » Je dois admettre que cela m'a un peu effrayé, bien que je m'inquiétais principalement qu'il pirate la console ou quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, c'était celle de mon frère, et il ne serait pas content si quelqu'un ruinait ses sessions de Call of Duty. Cependant, quelques heures sont passées, et il n'y a eu aucun problème avec la connexion Internet, ni avec la console, donc j'ai supposé que le type était juste plein de paroles en l'air et essayait simplement de m'effrayer. Et j'ai simplement tout oublié. Je me souviens en avoir parlé brièvement à mon frère quand il est rentré à la maison, et il a trouvé cela amusant. Mais à part ça, oui, je n'y ai simplement pas prêté attention. Nous avons dîné, regardé un peu la télévision, partagé quelques bières, puis nous sommes allés nous coucher. La routine habituelle. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que mon frère m'a réveillé en me secouant. Il n'y avait pas de lumière entrant par les fissures des rideaux, donc je n'avais aucune idée de l'heure de la nuit, mais tandis que je me réveillais lentement d'un sommeil profond et sans rêve, la peur dans sa voix fit passer mon cœur de 0 à 100 en un instant. « Réveille-toi, il y a des gens qui essaient de rentrer. »
murmura-t-il. Quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il avait son arme à la main. Il était mortellement sérieux, ce n'était pas une stupide blague, et je pouvais voir dans ses yeux que nos vies pouvaient vraiment être en danger. Tout est devenu un peu flou après cela. Il n'avait pas encore appelé la police, il avait couru dans ma chambre juste après avoir attrapé son arme, donc la première chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone et d'appeler immédiatement le 911. J'étais en train d'expliquer au répartiteur que nous étions en pleine invasion de domicile quand j'ai entendu mon frère crier quelque chose sur le fait que les types dehors étaient armés. Cela m'a mis en état d'alerte maximale. Je suppliais la femme de l'autre côté de la ligne d'envoyer de l'aide, mais quand je lui ai donné notre adresse, elle a semblé devenir étrange. Juste au moment où j'étais le plus effrayé, elle m'a demandé d'attendre en ligne. Au lieu de me rassurer, dire quelque chose, n'importe quoi pour me faire savoir que l'aide était en route, elle a littéralement dit « Restez en ligne, s'il vous plaît, monsieur ». Puis le silence. Silence jusqu'à ce que j'entende les coups de feu. 5 au total. Quelque chose qui est complètement gravé dans ma mémoire, le distinctif « pop, 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 pop » que j'ai décrit à la police encore et encore. Ensuite, il y a eu des cris, mon frère criant aux envahisseurs dehors. Il avait tiré sur l'un d'eux et sa visée avait été précise. Il y eut plus de cris. Ma belle-sœur se cachait quelque part dans la maison et maintenant pleurait de panique après que les coups de feu aient été tirés. J'étais tellement effrayé que j'ai couru dans mon placard. Je me suis accroupi et j'ai fermé la porte. J'ai essayé de rester aussi bas que possible tout en restant en ligne avec le répartiteur, mais chaque seconde semblait s'étirer en une éternité alors que tout ce que je pouvais faire était d'attendre et d'écouter. Puis j'ai entendu les mots qui ont fait tomber ma mâchoire et j'ai immédiatement raccroché. « C'est la police, baissez vos armes et rendez-vous immédiatement ». Je ne dirai pas exactement ce qu'ils ont dit, mais ils ont utilisé mon vrai nom. Je me souviens d'avoir vu mon frère sur le porche dehors, les mains en l'air tandis que des lumières extrêmement brillantes l'illuminaient et l'aveuglaient. J'étais convaincu qu'ils allaient le tuer. Je veux dire, les tirs qu'il avait faits, ceux que je pensais diriger contre un intrus violent, il les avait tirés sur les maudits policiers. Non seulement il leur avait tiré dessus, mais il les avait touchés. À ce moment-là, j'étais convaincu qu'il avait tué un policier et je ne comprenais pas comment il n'était pas mort lui-même. Ils ont arrêté ma belle-sœur et moi et nous ont emmenés au commissariat. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. J'étais convaincu que mon frère passerait le reste de sa vie en prison pour avoir tué un policier, mais la vérité sur ce qui s'était passé et comment la situation s'était terminée était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Nous avons découvert que mon frère ne faisait face à absolument aucune accusation, aucune. Il avait tiré sur un policier et, comme je le pensais, il l'avait effectivement touché, mais il ne faisait face à aucune accusation. Tout cela à cause de ce jeu vidéo auquel j'avais joué. Le type en colère qui m'envoyait des messages avait d'une manière ou d'une autre découvert mon IP, puis avait utilisé cela pour trouver mes coordonnées sur les réseaux sociaux, qu'il avait utilisé pour trouver mon adresse. Ensuite, il a attendu jusqu'au lendemain matin pour nous faire une farce de swatting, une blague dangereuse qui consiste à appeler la police en signalant faussement une situation critique. Il l'a fait avec une efficacité terrifiante. En résumé, parce que les policiers n'ont pas suivi le protocole et ne se sont pas annoncés correctement, mon frère n'avait aucune idée que c'était eux, d'où le fait qu'il ait tiré en premier lieu. Le policier sur lequel il a tiré portait un gilet pare-balles de dernière génération, de style militaire, avec des plaques d'armure. Chaque balle a frappé la plaque, donc à part quelques ecchymoses graves, le policier a pu rentrer chez lui cette nuit-là. C'était probablement la pire expérience de ma vie, mais je continue à jouer aux jeux vidéo. Quiconque a failli ruiner nos vies n'aura jamais la satisfaction de penser qu'il m'a éloigné des jeux. Je joue encore presque toutes les nuits, et je continuerai à le faire tant que je le pourrai. Je suis un connaisseur de casques, je l'ai toujours été, et je le serai toujours. Je joue également à une bonne quantité de jeux vidéo en ligne, ceux où il est crucial d'avoir un son clair et net et où tu dépends d'entendre les pas des autres joueurs. À voir. Ce type de qualité audio te donne un avantage réel sur les autres joueurs. C'est pourquoi je voulais absolument des écouteurs Bose Avint Aviation. Sans aucun doute, c'étaient les meilleurs écouteurs pour jouer sur le marché et, avec un prix de 999 $ et 99 cents, ils coûtaient presque 1000 $. Il m'a fallu beaucoup de travail pour pouvoir me les permettre. J'ai dû travailler 10 mois dans une station-service locale,
y compris les week-ends, économisant quelques dollars à chaque fois jusqu'à ce que je puisse enfin les payer. Mais quand le livreur les a finalement livrés, je les ai déballés avec soin et les ai connectés à mon iPhone pour un test musical, j'ai découvert qu'ils valèrent la peine d'attendre. La profondeur et la gamme qu'ils produisaient étaient absolument phénoménales. J'ai entendu des chansons de façon que je n'avais jamais entendues auparavant, mais le plus important, je ne pouvais pas attendre de voir comment ils amélioreraient mes performances dans le jeu. Quelques heures plus tard, un ami à moi et moi jouions à un jeu appelé Hunt Showdown. Je m'excuse pour la digression, mais c'est une expérience absolument terrifiante se déroulant dans les marais de Louisiane, après la guerre civile. Le jeu a toutes sortes de monstres à chasser et à obtenir des récompenses, mais pas sans un peu de compétition d'autres joueurs. Il y a un fort accent sur la furtivité, s'approchant d'autres monstres avant de les expédier sans pitié et de leur voler leur prix. C'est pourquoi j'étais tellement excité d'utiliser un équipement audio de si haute qualité. J'étais sûr que cela nous donnerait, à moi et à mon ami, un avantage crucial. J'avais seulement partiellement raison. La qualité des écouteurs rendait le jeu encore plus terrifiant. Je pouvais entendre chaque petit pas, chaque grincement d'une porte s'ouvrant ou d'un fusil se rechargeant. À un moment donné, j'étais sur le point de demander à mon ami s'il avait ouvert la porte de l'endroit où nous nous cachions. Je me suis retourné juste à temps pour voir une silhouette vêtue de noir tenant une hache au-dessus de sa tête. « Rory !» ai-je crié dans le micro, tandis qu'un craquement nauséabond de la hache frappant son crâne résonnait dans mes oreilles. C'était intense, sérieusement intense, et c'était aussi incroyable que je l'avais imaginé. Évidemment, nous avons passé des heures à jouer une manche après l'autre, et je n'ai pas enlevé les écouteurs une seule fois. D'habitude, après quelques heures à utiliser une paire d'écouteurs, ils peuvent devenir un peu inconfortables, mais ceux-ci avaient des coussinets en mousse un peu partout, conçus de manière ergonomique pour ne causer aucun inconfort. Je jure que j'aurais pu utiliser ces écouteurs toute la nuit, en connectant le connecteur sans fil au téléphone, à la télévision, à l'ordinateur portable, à n'importe quoi et tout. En fait, j'étais un peu déçu quand la nuit est arrivée et que mon ami s'est déconnecté pour aller dormir. Je suis resté éveillé quelques heures de plus en les testant dans chaque jeu que j'avais et en voyant comment le nouvel écouteur améliorait le son, et je n'ai pas été déçu une seule fois. Je me souviens finalement de m'être déconnecté et d'avoir enlevé les écouteurs avant de vérifier mon téléphone. J'avais environ 4 ou 5 appels manqués d'un numéro inconnu et mon téléphone n'était même pas en mode silencieux. Il avait sonné et vibré sur ma table basse plusieurs fois pendant la nuit et je n'avais entendu aucun bruit. C'était vraiment impressionnant et je savais que chaque centime dépensé pour ces écouteurs valait la peine. Seulement, c'est à peu près à ce moment-là que mon téléphone s'est remis à vibrer. Le même numéro inconnu a envoyé un message texte à l'écran. C'était du département du shérif. Et de l'autre côté de la ligne, une députée demandait si j'avais été à la maison cette nuit-là. Ma première pensée a été de me demander comment ils avaient obtenu mon numéro. Mais je suppose que les policiers ont accès à ce type d'informations. Mais j'ai répondu à la question de la femme. Je lui ai dit que oui, que j'avais été à la maison toute la nuit. Cette réponse semblait la confondre assez. « Toute la nuit ?» a-t-elle demandé à nouveau, et j'ai répété que oui, j'avais été à la maison toute la nuit. Quand je lui ai demandé pourquoi elle appelait, elle a seulement répondu avec une question. « Nous avons eu des agents frappant à la porte de votre appartement pendant les 4 dernières heures, et vous ne les avez pas entendus, pas une seule fois ?» Alors je me suis rendu compte. J'avais mes nouveaux écouteurs sur les oreilles, et pas seulement ça, le volume était très fort. Ce n'est pas inhabituel pour moi, mais comme je l'ai dit, je l'ai testé. J'ai soupiré avant de commencer avec ma longue explication de pourquoi je ne les avais pas entendus frapper. Je me sentais un peu idiot de ne pas les avoir entendus et je me suis vraiment demandé si j'avais été en danger à un moment donné, totalement inconscient de la tentative d'un intrus de rentrer à la maison pendant que je jouais assis dans une ignorance totale. Ce n'est que lorsque j'ai demandé ce qui s'était passé que c'était pire que je n'aurais jamais pu imaginer. En fait, il y avait eu une effraction, seulement ce n'était évidemment pas dans mon appartement, c'était dans celui du dessus. Un type avait fait irruption dans l'appartement de la fille qui y vivait avec l'intention de la voler. Selon la police, elle a résisté et a essayé de lutter contre le type, mais ça ne s'est pas bien passé pour elle. L'envahisseur l'avait torturée au début, essayant de lui faire avouer où elle avait de l'argent ou des bijoux cachés. Quand il s'est avéré qu'elle n'avait rien, il l'a battue à mort de frustration. Tout cela s'était passé sans que je n'entende un seul bruit provenant d'en haut. J'avais été assis à jouer joyeusement au jeu sur le PC pendant que quelqu'un se faisait assassiner au-dessus. Si seulement je les avais enlevés pendant 5 minutes. Si seulement j'avais cessé d'être tellement fasciné par eux pendant un moment, cette fille pourrait encore être en vie.
Il m'a fallu un certain temps pour m'en remettre. J'ai déménagé de cet appartement et je suis retourné chez mes parents, au moins jusqu'à ce que je puisse trouver un nouvel endroit où vivre. J'ai également vendu les écouteurs pour ne pas perdre beaucoup d'argent dans le processus, mais parfois je sens que j'aurais été heureux de jeter ces choses dans un lac, même si j'ai travaillé la majeure partie d'une année pour pouvoir les payer. Ce qui rend tout cela encore pire, c'est que ce n'était pas un accident quelconque. Mon avidité, mon propre égoïsme, c'est ce qui a tué cette fille. Ce psychopathe, ce salaud pourrait être celui qui l'a assassiné, mais c'est moi qui ai scellé son cercueil. Je suis un gamer depuis aussi longtemps que je me souvienne. Si nous définissons l'art comme la production d'œuvres à apprécier principalement pour leur beauté ou leur pouvoir émotionnel, alors certainement, à ce stade, les jeux vidéo sont de véritables œuvres d'art. Peut-être pas autant à l'époque de Doom de 93 ou de Mortal Kombat, où la seule réaction viscérale se produisait lorsque Scorpion arrachait la colonne vertébrale d'un type avec le crâne, mais essaie de dire à quelqu'un qui a versé une larme silencieuse à la fin de Red Dead Redemption que les montagnes russes émotionnelles de presque 60 heures qu'il venait de traverser n'étaient pas une œuvre d'art. Oui, tu ne peux pas. Non seulement parce que l'art est complètement subjectif, avec la beauté étant uniquement dans les yeux de l'observateur, mais parce que l'œuvre elle-même correspond parfaitement à la définition convenue du mot. Comme beaucoup d'amateurs de jeux vidéo, j'avais une grande affection pour ceux que j'appelle les gemmes inconnues du monde des jeux vidéo. Des jeux qui étaient trop étranges ou obscurs pour entrer dans le radar de quiconque. Les types d'aventures qui étaient de pures œuvres d'amour créées par un génie à col de barbe qui vivait encore dans le sous-sol de maman. J'ai même réussi à obtenir une copie du légendaire Polybius, écrivant une critique approfondie du jeu vidéo devenu légende urbaine pour un site web, avant de devoir tout retirer d'Internet. Tu vois, dans ma quête du jeu d'horreur le plus tordu et perturbant imaginable, j'ai trouvé quelque chose de très différent mais non moins terrifiant, quelque chose qui franchissait les limites de l'imagination et entrait dans la réalité même. Une des façons dont je trouvais des jeux à critiquer était d'explorer les profondeurs des forums en ligne, des forums comme Reddit. Je parcourais les sections de commentaires, je faisais mes propres publications de requêtes, tout ce que je pouvais faire pour trouver les jeux vidéo les plus étranges et perturbants imaginables. J'ai eu une bonne série pendant un moment, mais il ne fallut pas longtemps avant que je gratte vraiment le fond du baril à la recherche de choses à critiquer. J'étais désespéré, et juste au moment où je pensais que je me retrouverais sans critique une semaine, j'ai reçu un message direct d'un compte anonyme. Pour aller droit au but, le message disait qu'il y avait un vieux MMO, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, dans lequel je pourrais être intéressé. Les serveurs publics de ce jeu étaient morts depuis longtemps, mais apparemment, il y avait un serveur privé qu'un petit groupe d'enthousiastes dévoués visitait régulièrement. Le message, envoyé depuis un compte jetable, disait que l'auteur serait extrêmement reconnaissant pour toute information supplémentaire sur les occupants du serveur privé. Selon eux, ils avaient un ami qui avait réussi à accéder au serveur et, avant de disparaître complètement de ces espaces en ligne, les emails, comptes Steam et Discord de cette personne avaient été complètement supprimés. La personne avait même cessé de répondre au téléphone avant de le déconnecter complètement. Je dois être complètement honnête ici. Je ne croyais pas un mot du message. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Et j'ai appliqué cette logique exacte au contenu du message. Si je pouvais faire le travail, la critique pourrait finir par être la meilleure que j'ai jamais créée, mais le simple fait qu'elle apparaisse dans ma boîte de réception semblait trop facile. Alors j'ai demandé à l'expéditeur s'il se souciait d'avoir une brève conversation sur Skype pour que je puisse prendre quelques notes sur les détails nécessaires. S'il sonnait faux, ou si j'entendais des rires en arrière-plan, je saurais que c'était une blague élaborée. Sauf que ce ne l'était pas. Quand j'ai finalement eu le type au téléphone, il était tellement sincère que cela m'a presque effrayé. Il était extrêmement préoccupé par son ami disparu et m'a raconté toute l'histoire. La police avait fait un contrôle de bien-être et l'avait déclaré sain et sauf, bien qu'il vivait seul et sortait à peine de chez lui. Quand il a traversé les frontières de l'État pour rendre visite au type, celui-ci avait refusé de le voir. Je lui ai suggéré d'engager un détective privé s'il était vraiment inquiet pour la sécurité de son ami, mais il a répondu qu'il ne pouvait pas se le permettre, d'où sa demande à moi. Plus nous parlions, plus je me laissais prendre à l'histoire du type. Une des questions pièges que je lui ai posées était de savoir s'il pensait qu'il y avait des éléments surnaturels impliqués. Il semblait presque offensé par la question, la rejetant comme s'il était frustré par les gens qui doutaient de son histoire.
C'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre choix que d'enquêter. Ma première tâche fut de télécharger le jeu lui-même. Cela a été assez facile et j'ai en fait réussi à obtenir une copie piratée, évidemment gratuite, d'un site de torrent. The Secret World se présentait comme un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, se déroulant dans un monde réel moderne, attaqué par des forces occultes. Rien d'extraordinaire jusqu'ici, mais accéder au serveur privé était une toute autre affaire. Cela ne pouvait se faire qu'en entrant le numéro du serveur dans le code de commande du jeu. Le type avec qui j'avais parlé m'avait donné le numéro, mais il n'avait pas pu y accéder lui-même, car il ne connaissait pas le mot de passe. Encore une fois, je me suis tourné vers Reddit pour essayer de trouver le mot de passe. Quand Reddit n'a donné aucune réponse, j'ai essayé sur Tumblr, mais cela n'a mené à rien non plus. J'ai fini par publier sur quelques sites différents, y compris le mien, demandant si quelqu'un connaissait le mot de passe ou avait une façon de le décrypter ou de le pirater. Et c'est alors que j'ai reçu le message sur mon compte professionnel Gmail. Évité par tous, mais craint uniquement par les braves. Sans moi, il n'y aurait personne à sauver. Les faiseurs de mal ont beaucoup à donner, cependant. Sans moi, tu aurais du mal à vivre. Une énigme. Quelqu'un avait envoyé une maudite énigme. Et oui, cela m'a un peu effrayé de la voir apparaître dans ma boîte de réception. Il m'a fallu un peu de temps pour déchiffrer exactement quelle était la réponse, mais j'ai frissonné quand je l'ai trouvée. Douleur. La réponse à l'énigme était douleur. Et j'ai su que c'était la bonne réponse, parce que quand j'ai entré ce mot de 4 lettres dans la ligne de commande du jeu, en demandant un mot de passe, l'écran est devenu noir et un mot est apparu sur mon écran. Chargement. Je tremblais pratiquement d'anticipation lorsque le serveur s'est chargé, mais quand il l'a fait, il semblait qu'il n'y avait absolument rien de spécial. Pour autant que je pouvais voir, il était complètement vide, du moins c'est ce que je pensais. J'ai mis mes écouteurs et allumé le micro, lançant quelques salutations rapides en me promenant dans les représentations de rues et de bâtiments vides. Rien, aucune réponse, aucune autre voix, aucun signe d'activité. Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner et de me déconnecter, une voix émanant de mes écouteurs m'a presque fait sauter de ma peau. J'ai tourné mon personnage pour trouver un autre debout derrière moi et, après avoir pris une profonde inspiration, j'ai donné le salut le plus amical que je pouvais rassembler. Il m'a complètement ignoré. « Comment es-tu entré ici ?» demanda la voix. « Je ne suis pas très sûr, mentis-je. Je cherchais un serveur complet et je suis simplement tombé sur celui-ci. » Cette fois, il n'y eut aucune réponse de l'avatar et j'eus la forte impression qu'il savait que je mentais. « Suis-moi » dit la voix, et je l'ai fait. J'ai suivi le personnage numérique à travers des rues et des ruelles vides jusqu'à ce que nous arrivions au bord même de la carte. Il m'a conduit jusqu'à 2 arbres solitaires, l'écorce pâle et blanche. Ils ressemblaient plus à des os qu'à des plantes. « Reste près de moi » dit-il, et commença à marcher entre les 2 arbres. Soudain, le personnage de la voix a disparu. Je l'ai appelé, mais de nouveau, je n'ai eu aucune réponse. Quiconque c'était, il ne faisait que se moquer de moi, c'était clair. Comme j'avais tort. J'ai marché à travers l'espace entre les arbres et j'ai vu que mon écran devenait noir. Lentement, la lumière est revenue et je me suis retrouvé debout dans une chambre souterraine remplie de nombreux autres personnages du jeu. On m'a demandé par la même voix qu'auparavant de me mettre parmi eux et de répéter chaque mot qu'ils disaient. J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit. J'étais trop étonné qu'il semblait vraiment y avoir un culte opérant sur un serveur privé d'un vieux MMO mort depuis longtemps. « Je suis l'agneau », dit la voix. Je l'ai répété mot pour mot. « Je suis l'agneau. Je suis le sang. » J'ai de nouveau répété les mots. « Tu es l'épée. » Il m'a fallu une seconde, mais j'ai répété ces mots. « Plus fort », ordonna la voix. Je savais que ce n'était pas pour le répéter, c'était un ordre, alors je l'ai dit plus fort. Mais encore et encore, la voix exigeait que je dise les mots plus fort, jusqu'à ce qu'à la fin je criais pratiquement « Tu es l'épée » dans mes écouteurs. C'est alors que j'ai entendu quelque chose de complètement différent. C'était un son que j'avais entendu auparavant lors de sorties scolaires dans des zoos pour enfants. C'était le bêlement d'un agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Toutes les autres voix semblaient chanter à l'unisson. Mais en le faisant, le bêlement de l'agneau devenait de plus en plus angoissé, jusqu'à ce que la pauvre créature crie pratiquement dans le micro avant de commencer à s'étouffer et à gargouiller. Je suis presque sûr que je pouvais entendre les sons tranchants et déchirants d'un couteau traversant la chair. C'est alors que j'ai perdu les pédales. J'ai crié quelque chose comme
Qu'est-ce que vous faites, les gens? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Dans le micro, reculant mon personnage pour pouvoir les voir tous. Mais pas une seule fois, ils n'ont cessé de chanter. À ce moment-là, j'ai pu entendre quelque chose dégouliner provenant de l'un des autres utilisateurs. J'étais en train de presser Alt et F4 aussi vite que je le pouvais, essayant de terminer le programme pour pouvoir sortir de là. Bon, ce n'est pas là que se termine l'histoire. Dès que j'ai eu le temps de me calmer, j'ai essayé d'appeler sur Skype le type qui m'avait contacté à propos de son ami disparu. Je n'avais aucune idée de comment lui annoncer que ce qui se passait sur ce serveur n'était ni sain ni naturel, mais je savais que je devais le faire. La santé mentale ou même la vie de son ami était en jeu, et plus tôt il le saurait, mieux ce serait. Mais quand j'ai essayé d'appeler, il n'y avait pas de connexion. Les informations de contact de l'utilisateur n'étaient même plus dans mes contacts, soit il m'avait bloqué, soit il avait supprimé tout son compte Skype pour une raison quelconque. Maintenant, j'étais vraiment effrayé. Est-ce qu'ils avaient réussi à atteindre le type qui m'avait appelé? Est-ce qu'ils l'avaient en quelque sorte réduit au silence et maintenant ils venaient pour moi à la place? Ou, et j'ai été rempli de terreur à cette pensée, faisait-il partie de ce groupe tout le temps? N'y avait-il pas d'amis disparus, juste une ruse pour me conduire à ce serveur et me faire dire tout ça au début? Le compte Reddit qui m'avait envoyé l'énigme de douleur avait également été supprimé. Pourrait-il s'agir du même type me conduisant par le bout du nez et me faisant penser que j'étais seul, alors qu'en réalité, tout faisait partie d'un plan tordu? Des pensées comme celle-ci m'ont brûlé la tête pendant des jours, jusqu'à ce que je puisse finalement m'asseoir, me calmer et écrire quelques milliers de mots décrivant les expériences que j'avais vécues. Mes lecteurs réguliers étaient fascinés par mon récit, bien que quelques-uns aient essayé de dire que j'avais tout inventé pour obtenir des clics. Selon eux, si je n'avais pas de capture d'écran ou d'enregistrement de tout, ça ne s'était pas passé. Je leur ai assuré que cela s'était bien passé, que j'étais trop choqué par toute l'affaire pour penser à exécuter un programme de capture d'écran ou à prendre des captures d'écran. En fait, j'ai fini par éditer la publication pour dire que, indépendamment de si les gens me croyaient ou non, en aucune circonstance ils ne devraient essayer d'accéder eux-mêmes au serveur. Peu de temps après, j'ai reçu un email de 3 mots. Retire-le. Les mots avaient une pièce jointe, une image qui était simplement une vue de Street View de Google Earth de mon propre complexe d'appartement. Alors je l'ai fait, j'ai retiré la publication. Non seulement cela, mais j'ai supprimé mon site web avec les centaines de critiques qui avaient pris beaucoup de temps et sur lesquelles j'avais tant travaillé. Tout a disparu en quelques clics de souris. J'ai essayé de faire de même avec ma présence en ligne en général, créant de nouveaux comptes de courrier électronique et de réseaux sociaux, sans aucune indication de qui ils appartenaient. Cela a semblé arrêter le harcèlement, et grâce à Dieu, personne n'a vandalisé ma propriété ou tenté de m'embusquer en dehors de chez moi. Bien que parfois j'ai l'impression que quelqu'un, ou un groupe de personnes, est venu en visite 1 ou 2 fois, juste pour s'assurer qu'ils savent où ils peuvent me trouver. Je suppose que tout cela est censé être un avertissement. J'ai commencé en disant que les jeux vidéo ont évolué de quelque chose de très simple à quelque chose de très, très complexe et profond, que leur but a changé au fil des ans, parfois de façon que nous ne pouvons pas complètement comprendre. De nombreux aspects de la criminalité humaine se sont déplacés en ligne, comme Silk Road. Alors pourquoi ne serait-ce pas la même chose pour l'occultisme? Et même s'ils adorent quelque chose de ridicule et archaïque, quelque chose qui n'est pas réellement réel, cela pourrait ne pas avoir d'importance, parce que ce qui était réel, c'était la sensation effrayante sur ma peau quand je me suis rendu compte qu'ils torturaient et tuaient vraiment des animaux ensemble, même si c'était à travers des réunions dans le cyberespace et non dans une forêt profonde et sombre, quelque part sur un autel sacrificiel effrayant. Restez en sécurité tout le monde, surtout quand vous êtes en ligne. En 2017, seulement 3 jours après Noël, un groupe de jeunes Américains jouait à un nouveau jeu de Call of Duty se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Les jeunes utilisaient un site web connu sous le nom de UMG, ou Unorganized Management Gaming, pour organiser des parties sur lesquelles ils pariaient. Évidemment, dès qu'il y a de l'argent en jeu, même si CE sont des montants relativement petits, l'intensité et la compétitivité augmentent, et cela ne fait pas exception lorsqu'il s'agit de jeux vidéo. 2 de ces joueurs, appelés Casey Wiener et Shane Gaskell, jouaient ensemble dans la même équipe lorsqu'un incident de tyramie s'est produit en raison de la confusion, de la frustration ou des deux. L'un des joueurs a fini par éliminer accidentellement son propre coéquipier.
En conséquence, chaque homme perdrait $1,50 qu'ils avaient parié. Et dans un acte clairement antisportif, les deux joueurs ont porté la dispute sur Twitter et ont commencé à se disputer, se blâmant mutuellement pour la partie perdue. C'est à ce moment-là que Casey Wiener a menacé de faire du swatting à Shane Gaskell. Le swatting est une tactique de harcèlement criminel qui consiste à tromper un service d'urgence pour qu'il envoie une équipe d'intervention policière et de service d'urgence à l'adresse d'une autre personne. Cela se déclenche par la fausse déclaration d'une grave urgence relevant du droit pénal, comme une menace de bombe, un meurtre ou une prise d'otage, ou par la fausse déclaration d'une urgence de santé mentale, comme affirmer que la personne tente de se suicider ou de tuer quelqu'un d'autre et peut être armée. Le terme provient de l'unité d'intervention SWAT, Special Weapons and Tactics, un type spécialisé d'unité policière dans de nombreux pays qui utilise des équipements de style militaire, tels que des armes pour défoncer les portes, des pistolets mitrailleurs, des fusils automatiques et des fusils de sniper. Une menace peut entraîner l'évacuation d'écoles et d'entreprises, ou même des conséquences plus graves. Comme beaucoup, Shane Gaskell était très familier avec le concept de swatting en tant que phénomène ayant presque une décennie d'histoire. Il n'allait jamais donner sa véritable adresse, mais il ne croyait pas non plus que Casey Wiener aurait le courage de commettre un acte aussi destructeur. Alors il a simplement appelé son bluff. Gaskell a donné une adresse à Wichita, Kansas, qui avait un élément de vérité, car c'était la résidence où un membre de la famille de Gaskell avait vécu auparavant, 1033 West McCormick Street. Il s'est avéré que Gaskell avait raison. Wiener n'avait pas la capacité mentale de faire du swatting à son ancien coéquipier, mais il savait que quelqu'un d'autre le ferait. Tyler Raj Barris avait 25 ans et, techniquement, il était sans abri au moment de l'incident. Il était connu dans la communauté des jeux vidéo en ligne sous le nom de SWATistique, un acronyme de SWAT et du mot autiste. Mais Barris était également connu des autorités pour une raison complètement différente, car il avait purgé 16 mois dans la prison du comté de Los Angeles pour avoir fait de fausses menaces de bombes contre des stations de télévision locales, des écoles primaires et secondaires dans toute la région métropolitaine de Los Angeles. La police de Floride le recherchait pour avoir fait environ 30 menaces de bombes supplémentaires, et il était également recherché au Canada pour des accusations de fraude et de vandalisme, ainsi que pour avoir harcelé en ligne une femme à Calgary. En utilisant un système connu sous le nom de VoIP, Voice over IP, Barris a pu utiliser le Wi-Fi gratuit fourni par une bibliothèque du sud de Los Angeles pour appeler le département de police de Wichita. C'est une information cruciale dans ce qui s'est passé, étant donné que la technique de VoIP utilisée par Barris signifiait que l'appel serait transféré du sud de Los Angeles à la mairie de Wichita. Ce qui signifiait que, du point de vue du répartiteur, l'appel semblait provenir de la ville de Wichita elle-même. Il n'y avait absolument aucune raison de soupçonner l'authenticité de l'appel, comme cela aurait pu être le cas s'il était évident que l'appel provenait de Californie. Barris, s'identifiant comme Brian et affirmant qu'il appelait depuis 1033 West McCormick Street, a dit au répartiteur qu'il avait tiré fatalement sur son père et qu'il tenait les membres de sa famille en joue. Il a demandé si la police venait à la maison, disant qu'il avait déjà versé de l'essence dans toute la maison et qu'il menaçait d'y mettre le feu. À plus de 1600 km de là, à Wichita, les officiers de police locaux se sont mobilisés rapidement. On ne sait pas pourquoi l'équipe SWAT de la ville n'a pas été appelée, mais l'explication la plus probable est que, compte tenu de la nature apparemment urgente de l'appel de Barris, les hauts fonctionnaires ont décidé d'arriver sur les lieux le plus rapidement possible. Tout retard et le fictif Brian pourraient commencer à brûler sa famille vivante. Ainsi, une poignée de policiers qui n'étaient pas membres de l'équipe SWAT et, par conséquent, n'étaient pas formés pour des situations tactiques ou des sauvetages d'otages, ont répondu à l'appel de Barris et ont entouré la maison à 1033 West McCormick Street. Pendant ce temps, dans la maison, Andrew Finch, père de 2 enfants de 28 ans, passait la soirée comme d'habitude. La famille Finch n'était pas étrangère à la tragédie, car quelques années auparavant, la sœur d'Andrew était morte subitement dans un horrible accident de voiture qui avait laissé Andrew comme tuteur de sa nièce adolescente. Cela pourrait sembler suffisant de douleur pour une vie entière, mais cette nuit-là, la tragédie reviendrait visiter la famille Finch. Andrew, l'homme de la maison, prenait toujours très au sérieux son rôle de tuteur de sa nièce et, en entendant un bruit dehors dans la rue, est sorti pour enquêter. À sa grande surprise, il a été accueilli par des lumières rouges et bleues clignotantes. Incapable de voir les hommes qui lui criaient de montrer ses mains, on ne peut qu'imaginer la terreur et la confusion qu'Andrew Finch a ressentie cette nuit-là,
une contradiction d'émotion sachant que ces policiers lourdement armés lui criaient dessus, mais sachant parfaitement qu'il n'avait rien fait de vaguement illégal. Cependant, Finch savait que la seule chose rationnelle à faire dans cette situation serait, en fait, de se conformer aux demandes des officiers et de lever les mains vides calmement et lentement. Cependant, pour une raison inconnue, Finch n'a pas levé les bras complètement. Il est probable qu'il se tournait pour dire aux autres membres de sa famille de rester à l'intérieur, car c'était déjà une situation évidemment tendue et dangereuse, mais cela s'avérerait être une erreur fatale. Les policiers ont déclaré plus tard que son mouvement semblait imiter celui de sortir une arme d'un étui à la hanche. Un seul coup de feu d'un fusil d'assaut AR-15 de la police a été tiré, traversant le cœur et le poumon droit d'Andrew Finch. Il s'est effondré juste là sur le porche, avec un flot constant de sang sortant du trou dans sa poitrine. Les membres traumatisés de la famille Finch ont été forcés de passer au-dessus de son corps saignant, tandis que la police leur ordonnait de sortir de la maison. Andrew Finch a été transporté à l'hôpital via Christie St. Francis, mais a été déclaré mort à son arrivée. Pour les officiers qui ont assisté, ils avaient fait leur travail presque à la perfection, désactivant une situation d'otage dangereuse en quelques secondes et sauvant toutes les parties vulnérables. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Alors que la police interrogeait les membres de la famille Finch au poste, la vérité a commencé à émerger. Dans les suites de la fusillade, les résidents de Wichita ont exprimé leur indignation lors d'une réunion du conseil municipal le 9 janvier. Ils ont remis en question la publication de seulement 7 secondes des images de la caméra corporelle de la police et ont soutenu que la ville devrait assumer l'entière responsabilité pour éviter une longue lutte pour la justice de la part de la famille Finch. Le conseil n'a pas commenté directement, mais a indiqué sa volonté de considérer des procédures de formation à un moment ultérieur. Presque une semaine plus tard, la mère d'Andrew Finch, Lisa, a écrit au maire et au chef de la police de Wichita, affirmant qu'elle ne savait pas où se trouvait le corps de son fils et qu'elle voulait lui offrir un service funèbre et un enterrement approprié. « S'il vous plaît, laissez-moi voir le corps sans vie de mon fils », a-t-elle écrit dans une lettre datée du 3 janvier. Dans la même lettre, Madame Finch a demandé pourquoi le policier qui avait tué son fils n'avait pas été identifié à ce moment-là, dans un contexte où la famille avait été immédiatement menottée après l'incident, et a également demandé quand la police rendrait leurs biens, y compris 2 téléphones portables et un ordinateur confisqué à la maison. L'avocat de la famille, Andrew M. Stroth, a également demandé que le département de police de la ville et l'officier impliqué dans la fusillade soient tenus responsables de la mort injustifiée d'Andrew Finch. Le 29 décembre, soit seulement un jour après l'incident de swatting à Wichita, Tyler Raj Barris a été arrêté à Los Angeles en vertu d'un mandat d'arrêt pour fugitif résultant d'une accusation de 2015 pour avoir fait de fausses menaces de bombe à KBC, une station de télévision locale. Il a ensuite été accusé de fausse alarme, ce qui est un délit fédéral. Au cours de l'enquête qui a suivi, il a été découvert que Barris était responsable de potentiellement des centaines d'incidents à travers le pays. Il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour découvrir un lien entre lui et l'incident de swatting de Wichita. Des canaux de communication ont été ouverts entre les gouvernements des États de Californie et du Kansas, et le 12 janvier 2018, Barris a été extradé vers le Kansas, où il a été accusé d'homicide involontaire et a été détenu à la prison du comté de Sedgwick. Alors que l'ampleur de l'activité criminelle de Barris se dégageait, les enquêteurs ont dirigé leur attention vers l'officier de police qui avait tiré le coup fatal. Justin Rapp, un vétéran des forces de l'ordre avec 7 ans de service, a été identifié comme l'officier qui avait tué Andrew Finch. En mai 2018, l'officier Rapp a témoigné qu'il n'avait absolument reçu aucune information lorsqu'il est arrivé sur les lieux, y compris quand Finch avait reçu son premier ordre verbal, ou si les officiers sur place savaient que l'auteur de l'appel était toujours en ligne avec le 911. Le département des communications d'urgence du comté de Sedgwick a également refusé une demande de dossier public liée à l'appel au 911, affirmant que le département de police avait demandé que d'autres enregistrements ne soient pas divulgués. Il est devenu clair qu'en dépit d'avoir tiré le coup qui a tué Andrew Finch, Justin Rapp ne faisait que son travail. Si la situation de prise d'otage avait été réelle et si Finch avait réellement menacé de tuer sa famille, Rapp aurait été un héros. C'est seulement en raison de l'intention malveillante d'un parfait inconnu que la fusillade a eu lieu. À la suite de ces témoignages, le procureur du district du comté de Sedgwick, Mark Bennett, a annoncé qu'aucune charge ne serait retenue contre l'officier Justin Rapp. Le 23 mai 2018, Tyler Barris, Casey Wiener et Shane Gaskell ont été inculpés devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Kansas
pour des accusations liées au swatting. Wiener a été accusé de fraude électronique, de complot pour faire de fausses déclarations, d'obstruction à la justice et de complot pour obstruer la justice. En avril 2019, il a plaidé coupable de complot et d'obstruction à la justice. Plus d'un an plus tard, en septembre 2019, il a été condamné à 15 mois de prison, en plus de 2 ans de probation, au cours desquels il lui était interdit de jouer à des jeux vidéo. Gaskell a été accusé d'obstruction à la justice, de fraude électronique et de complot pour obstruer la justice. Cependant, en juillet 2018, lors de son procès, une révélation terrifiante a été faite au tribunal lorsqu'il a été annoncé que Gaskell avait encouragé Barris à réessayer, apparemment totalement indifférent à la mort d'Andrew Finch. La nuit du 28 décembre, Gaskell s'était vanté de ne pas avoir été swatté avec succès. Cela aurait facilement pu causer d'autres morts dans ce qui était une guerre de mots pathétiquement mesquine entre 2 personnes immatures. Le procès de Gaskell devait initialement se tenir le 23 avril 2019. S'il était reconnu coupable de toutes les accusations, il risquait plus de 60 ans de prison. En septembre 2019, il a été rapporté que Gaskell avait conclu un accord pour une poursuite différée qui pourrait permettre l'abandon des charges contre lui. Pour les 2 premiers accusés, les charges reflétaient uniquement leur implication dans l'incident de swatting à Wichita, mais pour Barris, les arrestations ont mis en lumière son passé criminel tout entier. Il a été accusé d'avoir fourni de fausses informations et des canulars, de cyberharcèlement ayant entraîné la mort, de menaces de mort ou de dommages à la propriété par le feu, de menaces inter-États, de complots pour faire de fausses déclarations et de fraude électronique. Cependant, le 26 octobre 2018, 46 chefs d'accusation supplémentaires ont été ajoutés contre Barris, comprenant des fraudes financières et de fausses menaces de bombes et de fusillades faites à la police et aux écoles. Certains de ces chefs d'accusation comprenaient des co-conspirateurs non inculpés résidant en Illinois, en Floride, au Michigan et au Missouri. À peine 2 semaines plus tard, le 3 novembre, il a plaidé coupable à 51 chefs d'accusation fédéraux. Selon les termes de son accord de plaidoyer, Barris devait également présenter des excuses formelles à la famille Finch et payer 10 100 $ en amende et restitution, et il a accepté 5 ans de liberté surveillée. Le 29 mars 2019, Barris a été condamné à 20 ans de prison. La peine comprend 150 mois de prison pour l'affaire du Kansas et 90 mois de prison pour les accusations fédérales en Californie, qui seront purgées consécutivement, et 30 mois de prison pour les menaces de bombes à Washington D.C., qui seront purgées simultanément. Aucun officier n'a été inculpé pour l'événement, mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le 9 janvier 2019, Adelina Finch, la fille de la sœur décédée d'Andrew Finch, qui était sous la tutelle de son oncle après la mort de sa mère, s'est tiré une balle dans son appartement dans le sud de Wichita. La mère d'Andrew, Lisa Finch, a déclaré qu'elle attribuait la tentative de suicide de sa petite-fille aux événements de cette nuit fatidique de décembre, lorsque Andrew avait été abattu par la police de Wichita. Parce qu'Adelina a dû passer par-dessus son corps mourant et a dû entendre sa respiration, a déclaré Lisa Finch, et elle n'a cessé de décliner depuis. Elle ne savait pas comment y faire face. Elle a tout intériorisé. Si quelqu'un mentionne même le nom d'Andy, elle se retire et quitte la pièce. Elle n'a pas pu y faire face. Je suppose que c'était sa façon de l'affronter. Adelina Finch avait été une aide-soignante certifiée et souhaitait obtenir plus d'éducation pour devenir infirmière diplômée, mais grâce au traumatisme infligé par Tyler Barris et d'autres impliqués dans l'incident de swatting, ses aspirations ne se réaliseront jamais. Au cours des dernières années, de nombreuses lois ont été adoptées pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Certains départements de police sont allés jusqu'à former leurs répartiteurs à reconnaître les appels frauduleux et le type de personnes susceptibles de les tenter. Cependant, l'adoption de lois n'a jamais pu réprimer le désir ou l'ingéniosité des personnes qui veulent simplement faire du mal à leurs semblables.